lorgnette, l'intéressante lorgnette d'un service informatique d'une maison de disques. Qu'est-ce qui s'est passé avec la métamorphose, comme on appelle, de la musique qui est passée à l'ère numérique? Alors je ne vais pas aborder la partie production en elle-même, parce que nous on est des vendeurs avant tout, on vend de la musique, et puis évidemment on s'intéresse bien sûr à la musique, mais ce qui est vraiment nouveau, c'est quand même tous les aspects qui sont liés au comportement du consommateur, qui avant pour nous était un petit peu un terrain inconnu, puisqu'on parlait jamais aux consommateurs en direct, à part quelques grosses pubs télé ou des trucs un peu massifs. Mais on parlait aux magasins, on parlait aux médias, mais voilà. Et depuis quelques années, un des grands changements, ça a été ce rapport qui est possible directement avec le consommateur. Alors je l'appelais le musiconaute parce que pour pas le qualifier trop typé consommateur, c'est quelqu'un qui s'intéresse à la musique et qui a accès à Internet. Donc, je vous dis, c'est pas une définition, mais comment je l'entends musique numérique, en gros, c'est que le son il est enregistré dans des fichiers numériques, mais c'est pas que ça, c'est aussi qui sont échangeables évidemment sur Internet. C'est au moins ces deux aspects-là qui font qu'il y a eu un changement radical dans l'écoute de la musique. Et c'est aussi ce que nous on appelle, alors, comme je suis informaticien, on dit pas trop trace, ça fait un peu sale, ça fait on dit métadonnées, ça fait plus chic, c'est pas exactement la même chose. C'est pas la même chose, hein. Mais en gros, on va dire, nous on s'intéresse beaucoup aux métadonnées depuis quelques années, ce qui n'était vraiment pas le cas avant. C'est-à-dire en gros des données qui décrivent d'autres données et de façon structurée et propre. Là où les traces, on va le voir, ça part un peu plus dans tous les sens. Et ce que je vous disais, c'est que les deux premiers aspects essentiellement ont permis de générer des nouvelles façons d'écouter la musique radicalement différentes. Et ces nouvelles façons sont elles-mêmes productrices de nouvelles données. C'est sans doute là des données en tout cas de nouvelles, les plus intéressantes, où il y a le plus à faire. Et c'est là où en tout cas elles sont le plus volumineuses. Et c'est pour ça qu'on parle d'ailleurs du terme Big Data, parce que il y a beaucoup de données, et c'est essentiellement généré par ce dernier aspect-là. Donc les nouvelles façons de... Donc je vais essayer d'aller vite, parce que je crois qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc les enjeux, c'est il y a beaucoup de données pour dire vite, comment on donne du sens à ces nouvelles données qui apparaissent, et enfin, c'est pas le tout d'être capable de les lire, de les comprendre. Après, qu'est-ce qu'on en fait? Quels sont les nouveaux usages qu'on propose à partir de là? Le Big Data, alors, vu d'un service informatique, c'était un peu ça au début, c'est-à-dire qu'on est dans sa petite barque, on essaie de faire avancer sa petite barque comme avant, on sent qu'il y a quelque chose de pas normal qui se passe, mais on ne le regarde pas trop. C'est un peu le rapport qu'on a depuis quelques années, avant, parce qu'on voit des monceaux de trucs ça bouge de partout, mais bon, on ne regarde pas parce que... on rigole, mais en fait, il fallait quand même pendant ce temps-là faire tourner les royalties, tout le reste existait toujours, et en même temps tout changeait. Donc c'est un peu le rapport un peu bizarroïde qu'on a eu, qu'on a encore des fois, hein, c'est une espèce de perplexité face à cette espèce de... C'est pas que les big data, c'est évidemment tout le changement dans le monde de la musique. Donc alors quand j'ai regardé un peu les big data, j'ai appris des mots là, comme zeta, iota, octet, les bronto-octets. Donc qu'est-ce que c'est? C'est des grands volumes. Alors c'est des puissances de 10, tout ça j'ai bien compris, mais en fait quand on parle de big data, quand on parle de milliers de teraoctets, c'est un peu l'ordre de grandeur aujourd'hui. Pour dire que là, voilà, on passe dans un autre ordre de volume. La structuration qui est, on va dire, fluctuante, aléatoire, c'est tout ce qu'on veut. Hein, en gros, il n'y en a pas. Il n'y en a pas directement utilisable par des machines. Ce qui est paradoxal, on demande du temps réel, c'est-à-dire qu'on a plus de données, et puis souvent, on demande à être capable de produire un service qui automatiquement, immédiatement, pratiquement, va afficher une information sur un site web, sur une page Facebook, ou je ne sais quoi. Donc là, il y a un sacré paradoxe, c'est-à-dire qu'à la fois, on en a plus, et en plus, on fait du temps réel. Là où nous, on était là, on prend des données, on les filtre, on les traite, on fait un rapport, puis après, 2 jours après, il ressort. Enfin, là, on avait vraiment une vraie différence. Elles ne sont plus dans l'entreprise, les données, enfin, il y en a toujours évidemment dans l'entreprise, mais elles sont partout, dans le fameux nuage. Les informations sur ces données, elles sont, ça rejoint un peu la structuration, elles sont très très aléatoires. Et puis les sources, ça explose de partout, tant en format qu'en... Quand on dit en device, hein, c'est-à-dire que n'importe quel capteur, quel téléphone, quel ordinateur, tout devient producteur de données. Donc ça, c'est notre rêve maintenant, c'est d'arriver à prendre la vague comme il faut, en maîtrisant. Quoi. Mais, avant de vous montrer comment est-ce qu'on compte maîtriser la chose, je reviens rapidement sur
ce que j'appelais le grand chambardement. Qu'est-ce qui a changé les 10 dernières années dans les usages de la musique qui ont produit en gros toutes ces nouvelles données? Alors je ne vais pas les aborder tous parce qu'on n'a pas de temps, il y en a plein. Mais juste quelques-uns significatifs, alors, toujours vus sous l'angle d'une maison de disques qui doit traiter des données. On vendait avant des disques, vous savez, c'était des petites rondelles comme ça, comme ça. Et tout d'un coup, du jour au lendemain, nous en France, on vendait par exemple 5000 références au catalogue. Vous vouliez aller chez EMAG, il y avait 5000 références commandables. Parce qu'il y avait des coûts de stock, etc. Puis il y en avait 5000. En gros, c'était le chiffre. Et tout d'un coup, on est passé à quasiment 1 million. J'exagère un peu en disant 1 million, mais je sais qu'on a passé de 900 000 il n'y a pas très longtemps. C'est-à-dire que tout d'un coup, on passe de 5000 à 900 000 produits. Il n'y a pas beaucoup d'industries ou de personnes qui passent d'un coup, ça n'arrive pas très souvent, des choses pareilles. Donc rien que ça, c'est un problème. Enfin, un problème. Oui, c'est un problème, parce qu'il faut le gérer derrière. Donc il y a deux raisons, par exemple, pourquoi il y a tant de titres. C'est parce que chaque chanson d'album est vendue séparément, donc on multiplie tout de suite par le nombre de chansons, mais aussi parce que comme il y a moins de coûts de stockage, quasiment pas, on peut se permettre, et on l'a fait, de rééditer des titres qui n'étaient plus disponibles à la vente. C'est rien que ça pour mes points. Voilà. Après, je vais aller plus vite. Hein. L'écoute en streaming, c'est une totale nouvelle façon d'écouter de la musique. Un des problèmes derrière, c'est que nous, ça nous génère ce qu'on appelle des microtransactions. C'est-à-dire qu'on a quand on a des reversements sur ce type d'écoute-là, on est des 5, 6, 7 chiffres après la virgule, on a éventuellement autre chose que zéro. Et, donc, c'est des trucs tout bêtes, mais bon, voilà, c'est tout un tas de systèmes qui marchaient. Il faut juste. Voilà, et ça pose des questions assez difficiles parfois. Donc, ce que je vous disais, la relation du producteur au consommateur, ça c'est vraiment nouveau. Parce que là, ça par contre, c'est plutôt vu comme une sacrée chance, même si on ne sait pas trop forcément comment l'aborder. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, on peut parler directement aux fans de musique. Et il peut nous parler dans une certaine mesure. De la même façon, l'artiste a un rapport avec ses fans directement maintenant. Alors ça dépend des artistes bien sûr, mais beaucoup sont là à tweeter à toute heure du jour et de la nuit, à dire le dernier bain qu'ils ont pris sur telle île au bout du monde, etc. Donc ça c'est complètement nouveau. Ça génère des traces. Évidemment, là on est en plein dans la génération des traces, là on est à fond dedans. Le phénomène des bases collaboratives, là, ou le crowdsourcing, ça c'est quelque chose qui a été assez fort et qui est toujours présent. Et là, nous on l'a regardé un petit peu avec circonspection au moins au début, mais c'est un vrai intérêt en tout cas. Je vais y revenir tout à l'heure. Les outils de recommandation, alors après, le fameux sujet de la copie, l'écoute illégale, évidemment, c'est une tarte à la crème ça, pour nous, mais ça a un peu changé la donne. L'intrication audio-vidéo aussi. Aujourd'hui, c'est assez difficile de penser de la musique toute seule. C'est-à-dire que, comme on dit, les jeunes de maintenant écoutent la musique sur YouTube, a priori, enfin, la plupart. Quand ils deviennent un petit peu plus fans de musique, ils vont aller sur des sites comme Spotify ou Deezer. Mais aujourd'hui, un jeune qui écoute de la musique dans les 12 ans, 13 ans, 14, il va sur YouTube. Donc la question, qu'est-ce que je mets comme vidéo? Parce que si je mets juste un packshot qui ne bouge pas, les paroles, j'ai pas le droit de les mettre, pardon. Les paroles des chansons, c'est un sacré problème pour nous parce que nous, dans le recording et le publishing, c'est historiquement deux métiers complètement différents. C'est les éditeurs et puis les producteurs de musique. Alors que l'internaute, lui, dit une chanson, c'est une chanson. Quoi. Il y a la parole et la musique, tout ça. Il a du mal à comprendre pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas sur iTunes, aujourd'hui, il n'y a pas les paroles des chansons. Ça paraît bizarre. Donc du coup, il y a tout un tas de sites de karaoké qui se développent et là-dessus, on n'a pas vraiment de réponse aujourd'hui satisfaisante à donner. Un mot sur les API, etc., les outils qui interagissent avec le son, avec l'IRCAM, vous êtes bien placé pour le savoir, c'est-à-dire qu'on est aussi capable, dans le son, d'aller chercher des informations. Et vice-versa, on est aussi capable de mettre dans le son des informations, ce qu'on appelle le tatouage numérique et tout ça. Je vais pas... Ouais, voilà. Je passe le métadonnées. Je vais peut-être passer là-dessus pour accélérer. Si, quand même. C'est que le fichier son, par définition, sur le web, il peut pas, enfin, je veux dire, on ne peut pas afficher un fichier son. On est obligé de lui associer tout de suite des métadonnées, c'est évident. Sans métadonnées, quelqu'un qui veut faire une activité musicale sur Internet, il ne peut rien faire, juste rien faire. Et en préparant la conférence, là, j'étais étonné parce que j'ai remarqué que IMDb, je ne sais pas si vous connaissez la base
qui référence les œuvres cinématographiques, qui était une base collaborative, qui l'est toujours, je ne sais pas, je suis pas trop sûr de ça, mais qui à l'origine a été créée par des internautes qui ont voulu avoir un référentiel pour toutes les œuvres cinématographiques. Et cette base a été achetée en 1998 par Amazon, en 1998. C'est-à-dire juste au moment où j'ai vu, il y a à peu près 100 millions d'utilisateurs d'Internet. C'est le moment où Internet commençait vraiment à être populaire. Donc, en 1998, Amazon avait déjà pensé aux métadonnées sur le cinéma. Donc ça dit un peu, enfin, ça explique aussi pourquoi ils ont du succès aujourd'hui, je pense. Qu'ils ont pensé gestion des données très tôt. Là où beaucoup d'autres ont pensé envoyer des fichiers son à tour de bras, et sans qualifier, sans mettre de l'information. Je vais rapidement typer les métadonnées qu'on a de disponibles. Alors, avant de dire disponible, je voulais juste prévenir. Quand on dit disponible aujourd'hui, en fait, elles sont produites quelque part, mais ça ne veut pas dire qu'on peut les avoir. Parce qu'en général, il faut les payer. Parce que le mythe du tout gratuit, c'est complètement faux. C'est-à-dire que nous, une maison de disques, on adorerait avoir les fichiers d'iTunes avec les clients à l'intérieur et de connaître les comportements musicaux et tout. Ça, on ne l'aura jamais, évidemment, jamais. Ou alors, dans certains cas, on aura avec des accords, mais ça a un coût. Donc moi, je ferai abstraction de ça. Et je ferai abstraction aussi du côté légal et éthique, parce que très souvent, là, on n'est même plus dans le côté légal, c'est est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on peut faire ça par rapport à toutes les possibilités qui sont données aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du moteur de recherche de Facebook là, qui va être lancé dans quelques temps, qui va permettre de faire des recherches dans l'historique Facebook de tous les open graph de tout le monde. Ils prennent sacrément des pincettes pour l'annoncer aujourd'hui et préparer le public, parce que ça peut faire mal, ça, parce que ça peut faire ressortir des données qui étaient certes quelque part sur le net, mais pas directement accessibles. Mais là, légalement, je pense que c'est super blindé légalement, mais est-ce que ça va passer d'un point de vue consommateur, enfin, internaute derrière, c'est pas évident du tout. Donc, le premier type de métadonnées, c'est évidemment la base de la base, c'est les œuvres musicales, comment on décrit les œuvres musicales. Et là, les maisons de disques, on n'a pas été très fort là-dessus, parce qu'on venait d'un historique de gestion. C'est-à-dire qu'on avait, j'ai remis ce document-là, c'est la label copie de la carte d'identité du disque, on disait en gros les titres et les ayants droit. Quels étaient les ayants droit pour payer après. Et ça, on le faisait bien, on le fait toujours bien. Mais par contre, ce n'était pas du tout des données de publication. Donc quand la musique est passée en numérique, on a été très mauvais par rapport aux internautes, parce que quand ils ont vu ce qu'on avait fait ou pas fait, ils se sont dit, on va faire nous-mêmes le boulot. Et vous connaissez sans doute la base Grassnote CDDB, là, quand on met son disque, automatiquement le titre 1, titre 2, tout d'un coup, par miracle, au moins on a le vrai titre. C'est une base de données qui a été créée par les internautes, qui ont eu ce besoin-là, naturellement, d'avoir les noms des titres des disques. Donc, il y a eu une espèce de renversement, c'est-à-dire que le producteur d'information, c'est devenu l'internaute, par cette base collaborative. Après, il y a eu iTunes, qui a eu un rôle très important, parce que, alors non seulement il s'est appuyé sur CDDB au début, parce qu'il n'y avait rien de mieux, il a vu ce qu'on pouvait leur donner, enfin quand je dis on, c'est les producteurs en général, il s'est basé sur cette base collaborative, et depuis maintenant quelques années, je dirais presque 5 ans, il nous tient en laisse. Ouais, c'est presque ça l'expression, c'est-à-dire que c'est lui qui impose maintenant, on lui envoie nos métadonnées, parce qu'on a fait des progrès, on lui envoie nos métadonnées, mais au format qu'il a dit. Et on n'a pas eu un mois sans un nouveau ultimatum d'iTunes, que si vous ne rajoutez pas l'internal version formaté telle et telle façon, avec des règles extrêmement précises, avant 3 mois, tous vos nouveaux produits seront rejetés. Donc ça c'est... donc du coup, on est en train de nettoyer, de mettre en ligne toute notre base de données, toutes nos chaînes, ce qu'on appelle nos digital supply chain, on est en train de les adapter en fonction des desiderata d'iTunes. Mais en même temps, je comprends, iTunes fait un boulot au final qui va vers le consommateur, c'est-à-dire quelque chose qui est propre. Même si on sait que dans la musique classique, il y a encore beaucoup de boulot pour vraiment présenter ça comme il faut. Les 5 dernières années, il y a eu de sacrés progrès dans la présentation des métadonnées des œuvres. Ça, c'est vraiment une réalité. Alors, peut-être on a une petite chance de s'en sortir encore, parce qu'on a quand même fini par réussir à se mettre d'accord sur un format d'échange. Pas qu'entre producteurs, entre tous ceux qui travaillent dans le monde de la musique, qui s'appelle le format DIDEX, et qui commence à prendre. Donc là, c'est un format qui non seulement décrit les œuvres, mais décrit aussi tous les droits sur les œuvres. Toutes les façons d'utiliser les œuvres qui sont autorisées, les pays d'utilisation, etc., etc.
Alors, c'est un format qui commence à vraiment prendre, les sociétés de gestion de droits collectifs l'utilisent de plus en plus, toutes les majors le produisent. Il y a juste iTunes pour l'instant qui reste avec son format. Il aurait tort de se priver, il attend de voir, je pense, si ça va vraiment jusqu'au bout. Mais iTunes est partie prenante aussi d'Itax, regarde ça de près. Donc avec un peu de chance, ça sera un format qui va être vraiment devenir un format réellement complètement utilisé dans le monde de la production musicale. Enfin, la commercialisation. Après, le deuxième type de métadonnées, c'est évidemment le métadonnées sur les artistes eux-mêmes. Les artistes n'ont en général pas traîné pour aller se numériser. Donc toutes les potins, l'artiste passe à la télé, la liste des concerts, etc. Tout ça se retrouve sur Internet. Tous les tweets d'un artiste se retrouvent sur Internet. Donc là, la question c'est qu'est-ce qu'on peut en faire? Est-ce qu'il y a un intérêt? Est-ce qu'on fait juste, on les intègre dans le site web de l'artiste? Il y a plein de questions qui se posent là-dessus. Une question intéressante aussi, c'est la popularité et même qui est le premier vendeur de musique aujourd'hui. C'est assez difficile à dire parce que est-ce qu'on cumule des écoutes Spotify avec les écoutes Deezer? Est-ce qu'on les pondère? Comment par rapport à un download, par rapport à la vente d'un disque? Aujourd'hui, c'est un petit peu établir un billboard ou un top 50, c'est un petit peu compliqué. Donc ces questions-là se posent, c'est intéressant. Mesurer les ventes d'un artiste, ça devient... de synthétiser ça juste dans un top, ça devient un peu compliqué. Aujourd'hui, on se fait je vais vous montrer un super beau tableau de bord qu'on fait chez EMI, où on va voir c'est pas très visible, je suis désolé. On va voir à la fois les ventes sur iTunes, le nombre de recherches dans Google qui va être mis en regard avec les événements, les concerts, etc. Artiste par artiste, ou le buzz sur le Twitter, le nombre etc. pour essayer d'avoir ce tableau de bord. C'est encore un peu... ça fait beaucoup d'informations. Beaucoup d'informations difficiles à synthétiser. Donc ça c'est par contre un exemple de comment on peut utiliser ces fameuses, à la fois des traces qu'on a structurées pour leur donner un sens, mais aussi des données tout à fait déjà structurées. Les ventes digitales d'iTunes, on les a maintenant, c'est propre et régulier. Donc comment est-ce qu'on arrive à synthétiser ça pour donner une vue, au moins dans l'entreprise, sur qu'est-ce qui se passe sur un artiste. Alors le troisième grande catégorie, après les métadonnées sur les œuvres et les artistes, évidemment, c'est les internautes fans de musique, les musiconautes. Alors eux, des traces, il y en a partout. Là, la liste, elle est quasi infinie. C'est-à-dire que, au premier chef, tout ce qu'on appelle les données sociales. Dans Facebook, vous connaissez sans doute, il y a les goûts musicaux. On peut donner ses goûts musicaux. Et si nous, on développe une appli Facebook, on demande est-ce que vous êtes d'accord pour vous nous donner vos goûts musicaux. Et ces goûts musicaux peuvent changer. Donc, alors, toutes ces questions de comment on récupère avec les API de Facebook les informations, qu'est-ce qu'on a le droit d'en faire exactement, ça c'est touchy, et comment on les exploite techniquement après. Ça, je vais vous en parler parce que ça pose des problèmes à la fois de niveau de volume. Je vais faire des inscriptions sur une mail list artiste, des clics dans une newsletter. Nous, on traque clic par clic les gens où est-ce qu'ils cliquent dans nos newsletters pour voir si ça les intéresse plus d'aller là, individuellement. On a ça individu par individu, enfin email par email. Les passages sur les sites web, les recherches web et tout ça, c'est une foison j'ai mis un nouvel Eldorado, le chef de produit marketing, a priori, ses yeux ils font tilt tout de suite quand on voit tout ça. Après, la question c'est de comment on crée un projet, comment est-ce qu'on essaie d'ordonner tout ça. Si je vais un peu trop vite, vous me ralentissez, mais j'essaie de tenir le... On est jusqu'à presque midi. Avec les questions qui se posent sur les frontières qui sont très mouvantes entre public et privé, les données qui sont à l'insu du plein gré, comme on dit, consenties. Parfois, l'internaute il va vite, il ne s'est pas rendu compte que oui, il a bien consenti à donner telle information. Parfois, on oublie de lui demander aussi, ça faut être honnête. On essaie de faire très attention à ça, mais cette frontière-là, elle est très mouvante en fonction des pays, parce qu'on parle en général pas d'un seul pays, dans ces cas-là, si on parle de différents pays. Les limites d'âge ici ne sont pas les mêmes là. En Allemagne, ils sont extrêmement très stricts sur la partie le double opt-in ou des choses comme ça. Il y a des choses qui sont pas... Elles ne sont pas universelles déjà, et puis elles changent dans le temps. Et puis conscient et inconscient, là c'est un autre problème, c'est de conscient de à quoi ça va servir derrière en fait. C'est ces informations que moi, internaute, j'accepte de donner. Je ne sais pas si vous avez sans doute déjà reçu, vous êtes passé sur un site web, et même pas quelques heures ou un jour après, vous recevez une offre par email, alors que vous n'avez pas donné votre email sur ce site web.
Et en fait, oui, c'est légal, et oui, vous y avez consenti, quoi. Mais par un mécanisme qui est absolument pas conscient en général, quoi. C'est quand on reçoit le truc, là, on est plutôt remonté, parce qu'on se dit, mais c'est pas normal. C'est comme les messages privés sur Facebook, là, toute cette histoire. Je ne sais pas le fin mot de l'histoire, mais probablement qu'il n'y a pas eu de problème. C'est juste qu'à un moment, la politique de Facebook, à laquelle tout le monde a souscrit en validant son compte, faisait que les messages privés certains types de messages étaient publiables, entre guillemets. Mais ils ne l'étaient pas pendant une période, puis d'un coup ils sont devenus. Mais légalement, c'était tout à fait... Enfin, je m'avance un petit peu, mais c'est tout à fait possible. Microtransactions volumétriques, j'ai déjà dit. Les volumes, alors je vous passe quelques volumes, je vous les passe, mais vous imaginez bien que là on parle de dizaines de millions tout de suite. Juste chez EMI Music France, on a stocké 50 millions de clics dans des newsletters, et on ne va pas plus loin parce qu'on n'arrive pas à gérer plus. Techniquement. Donc alors voilà, là avant d'avoir vraiment la partie outils, ce qui paraît important, notamment quand on est à l'informatique, quand on parle à un chef de produit marketing qui me dit ramène-moi toutes les préférences musicales des fans de David Guetta, avant on se repose toujours des questions de base, de définition des informations, des données, de documentation, d'implication, vraiment d'un expert du métier, parce que là, les problèmes de terminologie, s'il y en a un qui me dit je veux récupérer le nombre de vues sur mes sites, est-ce qu'on parle des nombres de vues uniques, quel est le mode de calcul des nombres de vues, parce que là, il y a plein d'algorithmes différents, enfin plein de techniques différentes. Il faut être précis sur est-ce qu'on parle d'une année d'enregistrement, d'une année de remaster, si on récupère quelque chose sur les données des œuvres. Enfin, on a besoin, nous, informaticiens tout seuls, ça ne suffit pas, là, on a besoin d'experts du domaine qu'on veut attaquer. Et puis utiliser des standards, ça a l'air bêta de dire ça, mais le nombre de fichiers qu'on reçoit, où on a encore des libellés de pays qui sont... Enfin, c'est le b.a.-ba. Dans le monde de la musique, on a les ISRC, l'ISWC, ils ne sont pas encore utilisés de façon généralisée. iTunes, par contre, a été d'une super aide finalement là-dessus, parce qu'il a dit, pas l'ISRC, ça sort pas. Donc, tout le monde, du coup... et c'est un peu le seul moyen aujourd'hui, malheureusement, qu'il y a pour vraiment faire des progrès significatifs dans la qualification des données des œuvres. L'autre partie qui est, alors c'est un vieux truc d'informaticien, les codes des identifiants, parce que là on se heurte aussi aux espèce de mythe mirage du monde web où tout est facile, où allez, on branche un moteur de recherche et puis toutes les données vont revenir, c'est fini. Alors, je suis peut-être en train de devenir un vieil informaticien, mais moi pour l'instant je crois qu'on n'a pas trouvé mieux que des codes quand on veut vraiment faire des systèmes fiables, qu'à la fin on puisse payer des gens ou proposer des services à des consommateurs. Il y a des moments où il faut passer par des codes et des choses comme ça. Ça paraît ridicule de dire ça, mais aujourd'hui on n'a pas de code artiste ou de contributeur aux œuvres, par exemple, ça n'existe pas. Donc c'est-à-dire qu'on reçoit des fichiers où il y a le nom-prénom de l'artiste et on regarde prénom, nom-prénom, nom, virgule, prénom, et on fait du espèce de pattern matching, parce qu'on n'a pas, on n'a pas de code sur ça. C'est du b.a.-ba, mais... sur le monde web est tolérant en général à des approximations ou des erreurs, on a l'habitude de ça. Et quand on veut après délivrer des services, vendre, on ne peut pas faire ça. Donc on a besoin de code. Donc ça c'est un vrai défi parce qu'il n'y en a pas toujours des codes. On n'a pas toujours des codes et dans le cadre du projet Gamelin, on le voit bien, on l'a plusieurs fois abordé, hein, ça peut manquer. En même temps les codes, on ne peut pas demander ton code de sécu dès que tu rentres jouer un morceau de guitare, musicien, il y a un problème aussi. De ce côté-là. C'est ce qui se fait dans le contrat. Oui. Nous, à chaque fois qu'on fait venir des intermittents pour le studio, on nous demande leur code de sécurité sociale. C'est vrai qu'on devrait... Enfin, ça a l'air bête, mais c'est le nerf de la guerre, après, c'est comme ça qu'ils sont payés, parce qu'on leur fait des fiches de paye, etc. Donc, ça paraît pas ridicule quand on demande à payer les gens, mais dans d'autres contextes, ça paraît tout de suite, oula, mais pourquoi tu veux mon code ? Code de sécu rapide, c'est le code qui a servi à rapprocher la base de données de la sécu, pour les impôts en fait, pour avoir votre salaire sur les impôts automatiquement calculé. Alors on a un peu ça aussi en tête, c'est-à-dire que ça permet de croiser les informations pour le meilleur et pour le pire. Parce que c'est ce que je dois mettre là, oui. Ça permet de faire des liens, parce que faire des liens entre des œuvres et des comportements musicaux, si on n'a pas des codes qui permettent de faire la jointure quelque part, on parle un peu dans le vide aussi. Il y a un côté un peu sensible aussi qu'il faut prendre en compte. Qualité et pérennité, ça c'est un peu
ça paraît tarte à la crème, mais évidemment dans le monde du web ça change tellement vite, les formats changent tous les jours que c'est compliqué. Le dernier point, c'est un peu le mariage pour tous entre la donnée et le fichier, la métadonnée et le fichier son. Là, on parle beaucoup de données qui décrivent, et puis il y a quand même le son quand même qui existe. Moi, j'en parle pas du tout là, mais il existe. D'ailleurs, comment on s'assure que les données qui décrivent bien le son dont on parle? Tout à l'heure, on en a parlé. Alors, on va nommer le fichier .xml pour les métadonnées, par exemple, ou txt, puis on va dire le .wave pour le son. C'est bon. Ça a marché comme ça au début, hein. Mais évidemment, c'est pas sûr du tout, quoi. Il suffit de renommer le fichier, puis c'est fini, quoi. Donc il y a plusieurs systèmes. Un des peut-être meilleurs qu'on ait aujourd'hui, c'est ce qu'on a, on le retrouve dans le DIDEX notamment, c'est à la fois un pointeur qui dit, dans le fichier métadonnées, qui dit voilà où est le fichier son, et puis en dessous une clé de hachage qui permet de vérifier que le fichier son est bien celui qu'on dit d'écrire dans le texte, quoi. Donc là on utilise cette technique de hachage en informatique qu'on trouve un peu partout, qui est vraiment une espèce de clé à outils qui sert vraiment partout, qui est très utile. Donc les outils, je l'aborde vite. Les bases de données relationnelles, on les avait vite, certains les enterrent très vite. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ces grands débats-là. Donc les bases de données relationnelles, c'est quand même des bases de données qui sont assises sur des concepts solides, quoi. Ça vient des années 70, là, Monsieur Code, là, si je me rappelle bien, de la logique du premier ordre, des trucs costauds. Et depuis ces années-là, depuis les années 80, ça s'est vraiment implémenté, et ça marche toujours bien, et ça fait bien le boulot, hein. C'est-à-dire que ça permet de gérer déjà des gros volumes de données, alors, big data, pas big data, mais on peut quand même attaquer des sacrés gros volumes de données, et si tant est qu'on respecte les fameuses formes normales, on s'assure aussi de la cohérence des données, ce qui n'est pas un mal. Et puis c'est la première base de données à proposer un langage, alors quasi humain, je vais un peu vite, mais le SQL c'est quand même un langage qui évite d'écrire un programme à chaque fois qu'on veut se poser une question à la base de données, donc c'était déjà bien, et c'est déjà bien. Et ça permet des modifications sûres par le système des transactions. Donc ça c'est des choses qui sont toujours valables, et qui vont rester valables un sacré bout de temps. Même si on entend beaucoup parler, je l'évoquerai après, des bases qui sont dites NoSQL, ça reste toujours là, quoi. Mais par contre, par rapport, donc je dis non à la démission face au big data, avant de dire on va basculer vers un tout nouveau système de base de données, déjà il faut vérifier qu'on a optimisé sa base de données en SQL, faire des choses très très simples. À mon avis, le débat il n'est pas là, c'est plutôt sur l'effort qu'on va faire pour structurer les données. Ouais. L'approche SQL, base de données classique, c'est que tu peux faire de la structuration en amont, au moment où on va alimenter. Et sauf que lorsqu'on est dans une technique de récolte, c'est-à-dire de données qu'on n'a pas provoquées, donc on va récupérer, tu ne peux pas structurer a priori, tu veux les structurer a posteriori. Et c'est un problème des big data. Et donc, si à la fin tu peux très bien structurer a posteriori, essayer de passer big data à une base de données, mais tu as un effort considérable à faire de structuration. Et en général, l'effet de masse, il te dépasse. Donc, pour moi, le débat n'est pas sur pour ou contre les bases de données, c'est où est le problème, le coût qu'on va payer pour la structuration. Classiquement, on était à la création de grandes bases, donc on payait le coût en amont, et donc c'était la base de données. Aujourd'hui, on a un autre paradigme supplémentaire qui est le fait qu'on récupère des données qu'on n'a pas créées, et donc la structuration est faite nécessairement a posteriori. Et c'est là où le schéma base de données est caduque dans son usage, parce qu'il demande une structuration au mauvais endroit. Et c'est pas gérer ça. C'est pas son rôle, oui. C'est pas son rôle, et je suis d'accord avec toi que la base de données en tant que telle n'est pas une technologie obsolète. Par contre, son schéma d'usage est toujours été. Mais je vais l'aborder dans la partie plus analyse des données, parce que ce que je veux dire là, c'est que parfois, si on parle juste du volume, c'est-à-dire que sans parler de la structuration, le fait qu'on ait des ventes digitales, aujourd'hui les ventes physiques en revenus, en grosso modo, c'est encore les 2 tiers de notre chiffre d'affaires, on va dire, mais c'est plus que 15-16% du nombre de lignes, de nombre d'enregistrements. Et ça, c'est pas parce que, certes, le physique a baissé, mais c'est parce que le digital a explosé en volume. Et ça, c'est des données structurées. Et quand il s'est agi de les traiter, il y a eu ce débat-là quand même. Il y en a qui ont dit, oh là là, il faut laisser tomber les bases de données SQL, ça va jamais tenir. Mais la réponse, c'est non. Ça a très bien tenu le coup. On paye les artistes sur les ventes digitales à partir des systèmes qui existaient en gros avant les bases de données SQL. Je veux dire, hors la question de la structuration. Je suis d'accord, le base, c'est le volume. Par contre, oui, je vais voir exactement ce que tu dis. C'est-à-dire, la question souvent, c'est qu'il y a une masse de données qui n'est pas structurée. Et là, la première question, c'est même on ne sait pas quelle question se poser sur cette masse. Quelle est déjà la question? Donc il faut avoir des outils pour aller essayer de naviguer un petit peu là-dedans.
il y a l'intuition est toujours là d'ailleurs, hein, elle sert toujours l'intuition pour dire je vais essayer d'aller là. Il y a certains outils qui permettent une première approche, mais très très vite on est obligé de structurer quand même un minimum pour pouvoir aller regarder plus en profondeur, faire une analyse statistique ou quelque chose pour essayer de voir est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant derrière ça. Et très très vite on est obligé de structurer quand même. Mais Oui, non, mais de toute façon, tu structures toujours. Le problème, c'est de savoir où est-ce que tu dépenses le coût de la structuration. Soit tu le fais en amont, tu as une base de données, soit tu le fais en aval, tu as des big data que tu vas traiter par du TAB, du big data mining, etc. Ce sera un autre type d'outil pour pouvoir structurer. Mais de toute façon, tu es obligé, sinon tu ne peux pas requêter. Mais tout à fait. Voilà. Une forme ou une autre. Donc, bon, un autre outil, c'est les modes, enfin, que j'évoque rapidement, les moteurs de recherche, c'est évidemment si on parle aujourd'hui que de Google, avec le fameux défi, traiter plus de pages, plus d'utilisateurs, plus vite, etc. Donc, basé sur des choses assez simples. On a retrouvé d'ailleurs encore la technique de hachage là, qui a permis d'aider à ça. Je vais passer vite dessus parce que là, on voit très vite évidemment à la fois le succès. J'ai juste les limites, popularité, parce que vous connaissez le fameux système de classement des pages de Google. Des fois, la popularité, c'est pas forcément la pertinence par rapport au domaine de ce qu'on cherche. Et de plus en plus, là, il y a encore la nouvelle proposition de Google là, qui va faire encore que les recherches vont être très différentes selon qu'on va faire sa requête sur un ordi ou sur l'ordinateur d'à côté, dépendant de tout un tas d'informations de la personne, de son historique, etc. Et ouais. Mais malgré tout, c'est un vrai outil quand on a besoin d'attaquer des données qui elles sont mal structurées. Ça peut être un outil pour des données textuelles qui peut être très, très utile pour pouvoir faire des approches dans des gros volumes de données. Je vais passer sur cette techno-là, c'est la techno qui est de base pour en fait stocker très souvent des très gros volumes de données. Nous, chez Yamaha, il n'est pas question qu'on s'équipe d'un tel type de système, aujourd'hui en tout cas, mais la question se posera peut-être plus tard. C'est les systèmes qui ont été mis en place par les géants d'Internet, à la fois pour ne pas payer de licence aussi avec des bases de données propriétaires, et puis pour paralléliser massivement le stockage de données et le traitement de données. Donc ça c'est un outil c'est une infrastructure si je puis dire, qui permet de gérer les volumes de données gigantesques, mais qui n'est pas accessible à une structure moyenne, une entreprise moyenne comme la nôtre aujourd'hui. Les bases de données non SQL, je vais en reparler peut-être après, on en a déjà évoqué un petit peu. Donc c'est des bases de données qui ont laissé tomber certaines fonctionnalités des SGBDR pour dire on se concentre plutôt sur la lecture, sur la rapidité, sur le parallélisme massif, et qui ont des résultats extraordinaires en termes de performance. Par contre, au niveau écriture de données, là elles ont un petit peu sacrifié sur le côté écriture de données. Donc là c'est un petit peu plus difficile à mettre en œuvre si on a énormément d'écriture. Et là, donc là, je vais parler sur la partie plus analyse de données, et peut-être le mieux, si on regarde le schéma tout de suite. Le monde avant, oui, le big data, c'était ça, c'est-à-dire qu'on spécifiait, en gros, on savait ce qu'on allait chercher, donc on disait, voilà, je vais aller chercher tel type d'infos, on allait chercher ses sources, on mettait en place ce qu'on appelle un ETL, c'est un outil qui, justement, finissait de structurer, filtrer, agréger les données, on mettait tout ça dans une base de données relationnelle, puis on mettait un outil de reporting, d'analyse derrière, et c'était fait. Et ça, c'était pour des données qui étaient structurées et qui étaient peu mouvantes. Et aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'on cherche. Alors, moi j'ai essayé de synthétiser dans un schéma comme ça, mais qui à mon avis sera caduque dans 2 mois. Une vision que certains ont et que moi je peux partager dans certains égards, c'était qu'aujourd'hui on peut imaginer ce que certains appellent un lac de données, c'est-à-dire ils vont créer un espèce d'énorme réservoir de données, à la fois structurées et non structurées, en provenance, alors en gros c'est l'extérieur, donc ils vont connecter des bases de données, des applications, des données du cloud, n'importe quoi en gros. Ils vont stocker ça dans un énorme réservoir. Et ils vont aussi, en bas ici, la base de données, les bases de données internes à l'entreprise vont pouvoir alimenter ce grand lac de données. Et il va falloir donc d'abord des outils d'analyse de BI pour directement aller regarder là-dedans, essayer de faire la part des choses, ce qui est intéressant, pas intéressant. Pour après, alors, soit en faire ressortir directement des informations directement utiles, mais très souvent, il faudra constituer ce qu'on appelle ça les data marts, c'est-à-dire c'est là des bases de données structurées qui utilisent à nouveau des bases de données relationnelles qui sont dédiées à des types d'analyses précis. Et ça peut être très bien, alors si on en a les moyens, parce qu'il faut avoir les moyens de mettre tout ça en place, hein.
sont les moyens, c'est qu'il y a un grand analyste avec des outils bien adaptés qui va aller fouiller dans ce grand lac de données, essayer de repérer des tendances, des choses intéressantes. Et une fois que c'est fait, il va pouvoir dire il va falloir qu'on structure, etc. Et qu'on mette en place une alimentation d'un data mart avec des reportings bien particuliers juste derrière. Et autre chose importante, c'est que ce lac de données peut aussi servir de source pour des mises à jour en temps réel, par exemple d'un site web. Ce qu'on serait totalement incapable de faire aujourd'hui avec des modèles plus classiques qui nécessitent transformation de données, base de données relationnelles, génération mise à jour d'un site web, etc. Grâce au système que j'ai très rapidement balayé là, de parallélisme massif d'utilisation de milliers d'ordinateurs pour accélérer les traitements. Donc, parmi les autres outils, donc ces fameuses API, les machines parlent aux machines, c'est évidemment l'outil de prédilection, parce que là on a déjà des données qui sont en général, ont déjà fait une étape vers la structuration, c'est-à-dire que quand on a une API, on est déjà sur le bon chemin, c'est-à-dire qu'a priori on va pouvoir connecter une application à une autre application, soit lui fournir des données, soit en récupérer. Mais ça ne veut pas dire que tout le travail est fait, hein. C'est-à-dire que les travaux sur les identifiants, par exemple, il n'est pas nécessairement fait. En gros, c'est pas parce qu'on récupère un beau fichier XML avec des tags et des balises que le contenu est nécessairement cohérent, structuré, etc. Donc il faut quand même regarder. Je vais aller voir il y a un site web qui essaie de recenser toutes les API du monde. Il y a tout. Il y a de tout. Il y a à la fois Last.fm qui fournit des excellentes API qui ne sont pas gratuites pour la plupart, mais qui peuvent vous donner des indications sur les goûts des internautes en fonction de tout un tas de critères. Et vous avez les API de la secte Mormon qui vous donne la liste des participants au dernier colloque à tel endroit. Il y a tout. Et après, il faut aller regarder et faire des bons choix. Les réseaux sociaux, je vais rien dire de plus qu'on est encore trop dedans, je crois, pour voir l'étendue de ce que ça va changer encore dans le monde de la musique. Le passage au numérique de la musique a déjà tout bougé, tout fait bouger. Et je pense que les réseaux sociaux vont encore apporter un niveau de changement assez considérable. Et honnêtement, je ne sais pas franchement où on va aujourd'hui. Et avant de conclure, il y a plein d'autres types d'outils. Moi, je ne connais pas bien du tout, donc c'est pour ça que j'en parle pas du tout du web sémantique, mais il y a une promesse derrière ça assez forte quand même. Mais bon, pour l'instant, j'ai pas vu moi d'application concrètement utilisable professionnellement, mais il y a des promesses là-dessus d'aide à donner du sens au web qui lui est fait plus pour des humains qui lisent des pages web, quoi, tout simplement. Les outils de mashup, je ne sais pas si vous connaissez ces trucs-là, qui vont piquer des pages web et puis essayer de les transformer pour en extraire la substantifique moelle, c'est-à-dire les pages jaunes ont été mashupées massivement par tout un tas de sociétés dans le passé. Mais là, je reviens sur des identifiants, les trucs très, très chiants, mais on n'y échappe pas. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir payer un artiste en prenant son nom, prénom, et en faisant un mashup sur les pages jaunes pour récupérer son adresse et lui envoyer une lettre. Je le dis quand même parce que des fois, je parle avec pas mal de gens qui viennent uniquement de ce qu'on appelle du monde web, et des fois on a un peu ces discussions un peu bizarres. Et le plus important, et pour moi, c'est qu'on va avoir besoin de compétences à la fois techniques au sein des services informatiques pour faire connecter ces API, connaître toutes ces nouvelles technologies qui apparaissent, et puis aussi au niveau métier, mais ce métier d'analyste de données, de data analyst, ce métier-là n'existe pas dans nos structures aujourd'hui, et clairement il manque, parce qu'il manque pour faire le pont entre vraiment les gens du marketing qui sont à se poser, avoir plein de besoins, plein d'envies, et puis après le monde de ceux qui implémentent techniquement les choses. Et on a besoin de ces data analystes justement pour aller faire cette recherche dans ces lacs de données, ces big data, ces gens qui vont être capables avec des compétences techniques aussi, hein, il y a besoin d'un peu de compétences techniques, mais qui vont être capables d'extraire les informations vraiment pertinentes. Et de faire des choix, parce que la grosse question c'est de faire des choix. La conclusion. Donc déjà, la musique n'est pas seule à passer au numérique. Je pense qu'il ne faut pas raisonner que musique. C'est-à-dire que, d'une façon générale, je ne sais pas comment dire ça.
un problème auquel on fait face aujourd'hui, c'est que la musique n'est pas le seul loisir évidemment des gens. Ce qu'elle l'était dans le passé, enfin, avec d'autres. Ils sont hyper sollicités par plein d'autres choses. Donc notre vraie question, c'est comment on fait pour que la musique, ce ne soit pas juste un bouton, une musique de fond, et qui n'intéresse pas plus les gens. On a un vrai problème pour réintéresser les gens à la musique. Et la question qui est structurer pour moi le cœur de une espèce de discothèque universelle, comment on va aider, nous, maisons de disques, parce qu'on a encore, il y a quand même des gens qui ont des sacrées compétences dans le domaine de la musique, comment est-ce qu'on va pouvoir vraiment aider à structurer le cœur de la musique. Et là, on est au cœur aussi du projet Gamelan, parce comment est-ce qu'on va faire mieux le boulot qu'on n'a pas si bien fait dans le passé, de bien structurer les œuvres. Pour moi, ça c'est la base quand même, il faut aller au bout de ça, c'est-à-dire dire les œuvres, aujourd'hui, pour moi, elles ne sont pas correctement structurées, on n'a pas les ontologies qu'il faut, etc. Et là, typiquement, Gamelan s'inscrit dans cette lignée-là. Résister à l'hyper-sollicitation, ça c'est un peu à la fois personnel, on voit bien qu'on est sollicité de partout, et dans notre métier, c'est pareil, c'est-à-dire que je ne compte pas le nombre de réunions où tout d'un coup, on a eu un projet, il fallait absolument mettre à jour automatiquement le MySpace à partir du CMS, parce qu'on avait vu que Facebook était capable de générer telle nouvelle API. On a fait des réunions comme ça, mais c'est du vent à chaque fois, parce que derrière, il y a quand même des projets informatiques, avec des coûts et des temps. Donc c'est là qu'il y a des choix à faire, et à ne pas s'éparpiller, parce que c'est vraiment le gros risque. Et on a perdu beaucoup de temps là. Enfin, il y a besoin de regarder un peu partout, mais après, il faut savoir faire des choix. Ce que j'ai dit tout à l'heure, là je le redis, il faut à la fois des compétences techniques, parce que là ça explose en nombre de compétences, et aussi des stratèges en analyse des informations. Ça, il faut les deux. Et c'est pas les mêmes métiers, c'est pas les mêmes métiers. Il faut aussi des experts métiers qui savent toujours ce dont ils parlent, de musique, etc. Mais il y a ces deux métiers-là qui doivent se développer. Et je pense aussi qu'il faudra éviter de plonger dans un hyper-profiling. C'est un peu la tendance aujourd'hui, on voit avec ce que permettent les outils. Enfin, je ne sais pas où Google en est aujourd'hui technique. Enfin, concrètement, ils sont très avancés dans cet hyper-profiling. On ne sait pas où sera dans 5 ans. Je vois que dans une maison de disques comme la nôtre, la tentation c'est d'aller vers là, c'est-à-dire vraiment de tout connaître, de passer son temps, si je puis dire, à regarder comment les gens réagissent avec la musique. Il ne faut juste pas oublier de produire de la musique déjà, et puis de produire des services autour de la musique intéressants. C'est-à-dire que, si on prend l'exemple tout bête de CDDB, c'est quand même dommage que le monde de la musique n'ait pas été capable de s'associer au moment où la musique s'est transformée, pour dire on va proposer un répertoire global de la musique à minima, au moins des disques, au moins des CD, d'avoir la liste des CD dans une base de données. C'était quelque chose qui était techniquement réalisable, mais qui n'a pas été fait, et qui du coup a été fait par d'autres. Et tant mieux, il fallait que ça soit fait. Mais ça a été fait par d'autres, pas forcément de façon parfaite, il y a encore beaucoup d'améliorations à apporter. Donc j'espère qu'on va réussir. Je pense que de toute façon on n'a pas trop le choix, il faudrait trouver cet équilibre, comprendre les gens qui écoutent de la musique, comment ils veulent l'écouter, mais pas ne faire que ça, pas faire que les regarder, mais aussi proposer et faire de la musique, malgré tout, toujours. Voilà, les termes. Merci Marc. Est-ce qu'il y a des questions pendant peut-être que Antoine tu peux t'installer? J'ai l'impression qu'il y avait deux points de vue complémentaires. Il y avait les métadonnées descriptives sur les objets, puis tu avais les traces des activités. Donc, techniquement, on peut se traduire aussi par des métadonnées, mais ce n'est pas le même enjeu. Donc, il y a le trace de l'activité passée, ça, c'est en ça que c'est une trace. Et d'une certaine manière, on ne connaît pas a priori forcément cette activité, mais on essaie d'avoir une documentation de cette activité. Et puis, il y a l'objet, l'œuvre, le contenu. Et là, on va essayer d'avoir de manière la plus normée possible, et c'est davantage possible d'ailleurs, une description, une documentation sous forme de métadonnées. Et ce qu'il ne faudrait pas, c'est que le terme générique de métadonnées masque la différence entre ces deux choses, parce que ne serait-ce qu'au niveau de la structuration, ça ne fonctionne pas pareil. Entre essayer d'encadrer l'activité pour avoir une connaissance de ce que font les gens, par ailleurs, et d'autre part documenter ce qu'on a soi-même produit, c'est-à-dire les musiques, c'est deux problèmes assez différents. Donc même si, in fine, ces régimes documentaires, c'est des métadonnées qui sont utilisées pour gérer ça,
d'un point de vue cycle de vie, usage, etc., c'est quand même très très largement différent. Oui, oui, je suis d'accord. Et ça va avec le sens de ce que je disais, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier le métier c'est la musique, et donc de documenter la musique et de produire des métadonnées propres par rapport à ça. Et toutes ces nouveautés qui arrivent sur le comportement, on va dire, des consommateurs, qui génèrent tout un tas de données, qui elles, là, sont plus de l'ordre de la trace. Et parfois, on peut faire des liens, c'est-à-dire que parfois, ça peut quand même compléter, parfois, ça peut enrichir la donnée. C'est ça, il y a certains cas où on peut récupérer des informations qui, finalement, peuvent venir se greffer dans l'ontologie descriptive des données de Moi j'ai vu un exemple de ça assez incroyable, c'était pas en musique, il y a très peu de temps, c'était pas en musique, c'était en traitement d'image. Donc des gens issus de la police scientifique se développaient des algorithmes pour vérifier l'authenticité ou même la sincérité d'images visuelles. Et puis ils ont découvert un truc que je trouve tout à fait emblématique, tout à fait intéressant ici, que la manière de coder des images d'un certain nombre de standards, notamment JPEG, permettait des choses assez extraordinaires. En regardant autrement des fichiers JPEG, ces gens-là se sont aperçus que bien sûr ils étaient capables, ces fichiers, de délivrer du visuel photographique, mais aussi qu'on pouvait voir dedans des tas de choses sérendipiteuses qui n'étaient pas données à voir a priori. Par exemple, je me souviens d'une image, tu as un ciel gris parisien parfaitement uniforme, et avec certains traitements assez astucieux de tomographie ou autre, on voit la turbulence, par exemple, du ciel, tel qu'il est en préparation derrière ce ciel gris. Autrement dit, ici, tu as une application JPEG qui, dans sa manière de coder, surcode plein de choses qu'on peut aller rechercher derrière. Donc il y a plein d'effets de bord aussi des applications. Donc là, on peut aller voir du passé, telle image au fond qui nous apparaît, par exemple, parfaitement pacifiée. On peut voir que derrière, on est météorologiquement, par exemple, il y a des choses intéressantes qui ne sont pas données à voir, mais qui sont codées dans JPEG d'une certaine manière. C'est un peu abusif de dire ça, mais qu'on peut retrouver de manière astucieuse en regardant la manière dont JPEG a surcodé au fond l'information. Donc il y a des effets comme ça en pagaille aussi qui viennent